Finale en apothéose à Roland-Garros où c'est Ivan Lendl qui vient de l'emporter à l'issue d'un match superbe. Northern Streak, le 7 à l'arrivée du prix de Diane à Chantilly, un prix qui s'est couru sans Yves Saint-Martin, victime d'un accident dans une course précédente. Légère détente dans la guerre du Golfe, l'Iran et l'Irak sont d'accord pour cesser de bombarder les villes des deux pays. Et puis Laurent Fignon, coiffé au poteau par Francesco Moser, le Français termine deuxième du Tour d'Italie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il n'y avait plus de favoris tout à l'heure à Roland-Garros, seulement deux hommes décidés à vaincre coûte que coûte au terme d'un véritable combat comme on en a rarement vu sur le court central. Face à face, les deux joueurs qui se détestent le plus, Ivan Lendl et John McEnroe. La tension était à couper au couteau et finalement, c'est Ivan Lendl qui l'a remporté, stupéfiant de volonté. Vous allez voir maintenant la balle de match qui est à l'image de cette rencontre. La voici. Voilà, la balle de match qui donne donc la victoire à Ivan Lendl. Gérard Rolls et Roger Isabelle préparent le reportage sur ce tournoi, sur cette finale, et dès que nous le recevrons, bien sûr, nous vous le montrerons immédiatement. Auparavant, les favoris à l'arrivée du prix de Diane cet après-midi à Chantilly, c'est Northern Creek qui l'a emporté devant Grismine et Pampabella, ce qui donne pour le tiercé la combinaison le 7, le 12 et le 3. Une très belle course à laquelle ne participait pas Yves Saint-Martin, qui était pourtant engagé. Le jockey français avait auparavant été victime d'un accident au départ de la première course, une chute au cours de laquelle il s'est fracturé une vertèbre dorsale. Son cheval a donc été monté au débotté, si l'on peut dire, par le jockey britannique Gary Moore, qui est quand même arrivé second. Le reportage de Pierrette Bresse. Ne respirez pas, ne bougez pas. À la suite de sa chute cet après-midi dans la première course, Yves Saint-Martin ne bougera plus pendant plusieurs mois. Fini pour lui l'espoir d'être cravache d'or cette année. Mais surtout, Yves est malheureux et fait grise mine de ne pas avoir pu monter dans le Diane. Yves Saint-Martin, est-ce que vous souffrez là actuellement? Oui. Qu'est-ce que vous avez exactement? J'ai une petite fêlure d'une fracture d'une vertèbre. La 12e. Comment s'est passé l'accident? Et en sortant sur la piste, au moment de prendre le canter, il y a une régénérine droite qui a cassé. Et mon cheval est parti, s'est emballé. Et j'ai pas pu l'arrêter. J'ai tout lâché. Une fois passé les autres, j'ai dit il va s'arrêter, il va voir la barrière. Puis il s'est pas arrêté, ça. Et quand vous montez comme ça un cheval qui a une première chance dans un grand prix, est-ce que vous n'essayez pas d'éviter de monter d'autres chevaux? Si, mais c'est de ma faute. Je suis idiot, j'aurais pas dû accepter, mais c'était pour faire plaisir et j'ai pas voulu refuser pour faire plaisir. Voilà. Apparemment, ce prix de Diane est un prix de Diane comme tous les autres. Il fait soleil ici à Chantilly, les femmes sont belles, élégantes. Et pourtant, il y a eu beaucoup de petits drames avant ce prix de Diane. Yves Saint-Martin a été accidenté, donc il n'a pas pu monter sa favorite Grismine qui a été remplacée par Gary Moore. Mais Grismine, elle, la grande favorite, a été battue. Et puis, il y a une grande joie pour François Boutin qui, lui, a enfin réussi à vaincre toute cette série de mauvais sorts qui l'attaquaient depuis le début de l'année. Il n'arrivait pas à gagner de course, tous ses chevaux ne pouvaient pas passer le poteau en vainqueur. Et enfin, François Boutin a gagné le prix de Diane avec Northern Creek monté par Cash Asmussen. Un prix de Diane dont je vous propose maintenant de revoir les images de l'arrivée. À l'entrée de la ligne droite, Miquette et Faracha, les leaders pendant tout le parcours, ont terminé leur tâche. Et c'est maintenant que va se jouer véritablement la course. Vous voyez Grismine au centre du peloton. Elle commence son effort, suivie de Delibussy, bleu toque rouge, et Northern Creek en dehors, la jument Alzane qui a la tête toute blanche. Gary Moore pousse Grismine, mais celle-ci ne répond plus, alors que Northern Creek semble littéralement s'envoler vers la victoire. Et puis regardez une fois de plus la fin de course de Pampabella, noir toque jaune, à l'extérieur. Elle finira 3e. Northern Creek gagne de plusieurs longueurs ce Diane 1984, mais Grismine conservera tout de même la 2e place. Quelle est votre réaction pour avoir gagné ce prix de Diane? C'est peut-être le meilleur cheval j'ai jamais monté dans ma vie, celui-là. Mais vous êtes aussi l'un des meilleurs jockeys actuellement capable de monter un cheval comme celui-ci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir à gagner ça pour M. Niancos et M. Boutin. J'ai eu beaucoup de chevaux qui ont des problèmes depuis le début de l'année. J'ai eu 3 chevaux qui se sont cassés la jambe. J'ai eu River Lady ici qui s'est cassé la jambe et je pense que on mérite notre succès, je pense. Et aujourd'hui c'était notre jour et je crois que la jument est très bonne, tout a été bien, je suis ravi. Travas Niarkos est un propriétaire heureux qui ne peut cacher sa joie. Et grâce aux courses, l'un des hommes les plus riches du monde est loin d'être blasé.
Voilà, je viens de recevoir les rapports. 503 francs 50 pour 5 francs placés dans l'ordre et 60 francs pour 5 francs toujours placés dans un ordre différent, de tout petits rapports. Nous sommes maintenant, je pense, en mesure d'être en rapport avec Roger Zabel et Gérard Rolls. Dès que Olivier Baudin, notre réalisateur, le veut, nous pouvons voir donc le reportage sur cette finale de Roland-Garros. Le début de la partie, John McEnroe est impérial. Il domine le match dans tous les domaines. Techniquement, physiquement, psychiquement. Même sur le service d'Ivan Lendl, McEnroe prend l'initiative, il monte au filet et il volaille parfaitement bien. Observez d'ailleurs la longueur des services de John McEnroe. Lendl ne peut rien faire, il est complètement débordé. Tout le monde pense à ce moment du match que la partie va tourner court, tellement McEnroe joue juste. L'Américain va enfin gagner à Paris sur la terre battue qu'il n'aime point. Seulement, voilà, un match de tennis, même si l'on mène par 6-3, 6-2, c'est-à-dire 2 manches à 0, un match de tennis n'est jamais terminé avant que la balle n'ait rebondi 2 fois la balle de match. Et le match va basculer. Quelques colères, quelques énervements de John McEnroe contre la télévision, comme d'habitude. Et surtout, beaucoup plus sérieusement, un service qui se dérègle, qui devient moins performant. Et Ivan Lendl qui revient dans le match, petit à petit. Jusqu'à cette fameuse balle de match, une volée qui semble facile pour John McEnroe. Et Ivan Lendl, 4 fois finaliste déjà dans les tournois du Grand Chelem. Ivan Lendl qui enfin, pour la première fois, remporte un tournoi du Grand Chelem ici à Roland-Garros, aujourd'hui à la Porte d'Auteuil. 24 ans. Sa première très grande victoire. Roger Zabel, en fait, Roland-Garros historique, Roland-Garros 84. Oui, et au cours de cette quinzaine un peu humide, l'histoire du tennis aura gagné quelques pages, avec tout d'abord le Grand Chelem de Martina Navratilova, et puis la 8e finale disputée par son adversaire, Chris Evert Lloyd, qui venait tout juste de fêter le record du nombre des matchs gagnés aux internationaux de France, 50 au total. Navratilova et Evert Lloyd, 2 remarquables joueuses qui ont réhabilité le tennis féminin sur terre battue. Historique également, cette victoire de Noah et de Lecomte en double. On n'avait pas vu 2 Français gagner depuis 1946. Enfin, historique pour Ivan Lendl, cette finale d'un tournoi du Grand Chelem enfin gagné, et de quelle manière, devant un John McEnroe qui a prouvé, tout comme l'avait fait Yannick Noah l'an passé, que l'on pouvait arriver en finale de ce tournoi sur terre battue en attaquant, en montant au filet. Et les gens qui aiment vraiment le tennis n'ont eu aucune raison de s'en plaindre. Voilà Roland-Garros en direct pour cette finale magnifique entre Ivan Lendl et John McEnroe, une finale remportée donc par Ivan Lendl. Peut-être un répit dans la guerre du Golfe qui oppose l'Irak à l'Iran. Les 2 pays ont annoncé séparément cet après-midi qu'ils étaient prêts à accepter un cessez-le-feu des Nations Unies pour ce qui concerne les objectifs civils, c'est-à-dire les villes. Une décision importante, même si elle ne met pas fin à la guerre, mais importante parce que la tendance était plutôt, ces derniers jours, au durcissement. L'annonce de cette décision intervient alors que l'hebdomadaire britannique, l'Observer, affirme que Paris, Londres et Washington auraient élaboré un accord qui prévoit une action militaire dans la région en dernière extrémité. Patricia Coste et Gérard Sebag. Le cycle des bombardements réciproques des villes iraniennes et irakiennes, déclenché il y a 5 jours, a continué toute la journée d'hier avant de s'interrompre. Voici des images tournées en Iran, à Desfoul, ville frontalière et martyre. 14 morts et 152 blessés ont été sortis hier des décombres. En face, en Irak, 7 villes du nord au sud de la ligne de feu ont été bombardées à leur tour. En revanche, sur le front proprement dit, l'activité militaire a été réduite. Mais si aujourd'hui dimanche, les raids sur les villes et les objectifs civils terrestres se sont effectivement interrompus, le front maritime sur le golfe Persique s'est réactivé. Un pétrolier koweïtien de 290 000 tonnes a été attaqué par un avion non identifié ce matin à la hauteur du Qatar. Or, c'est la première fois qu'un raid aérien contre un pétrolier a été mené aussi loin au sud du théâtre des opérations. Cette attaque a eu lieu 2 jours après une dernière mise en garde de l'Iran aux États du Golfe et au moment où les pays occidentaux annoncent qu'ils seraient prêts à intervenir militairement dans la région si les efforts diplomatiques échouaient. En effet, c'est un journal britannique, l'Observer, qui croit savoir qu'un accord existe entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour intervenir militairement dans le Golfe. Mais attention, cette intervention n'aurait lieu qu'en cas d'embrasement général.
Ce scénario décrit par l'Observer est tout à fait possible. Pour les Occidentaux, le Golfe a une importance stratégique capitale. Non plus tellement en raison du pétrole, mais ce qu'ils craignent surtout, c'est la déstabilisation de ces régimes pro-occidentaux. Elle peut provoquer, comme un véritable château de cartes, la chute de tous les autres régimes arabes modérés qui vont du Golfe à la Méditerranée, Jordanie, Égypte, etc. Ils craignent aussi qu'à la faveur de cette déstabilisation, l'Union soviétique n'en profite pour avoir accès à l'océan Indien. La réalisation d'un tel scénario qui peut provoquer une guerre aux conséquences incalculables dépend donc aujourd'hui de ces deux pays, l'Irak et l'Iran. Signe de bonne volonté, ces dernières heures, de part et d'autre, ils ont accepté de ne plus bombarder les villes, mais ce qui paraît plus évident, c'est que l'intransigeance iranienne commence à faiblir. Plus de pétrole, plus d'argent pour acheter des armes, les vagues humaines contre l'artillerie irakienne sont vouées à l'échec. Ce sont des militaires iraniens qui l'ont dit à Khomeini. Ils ont été jetés en prison pour trahison. Mais cela n'a pas empêché le guide de la révolution de se poser des questions. La grande offensive de 500 000 hommes prévue depuis 2 mois n'a pas encore eu lieu. L'imam Khomeini commencerait-il à douter ? J'apprends à l'instant que le numéro 2 de la direction clandestine de Solidarité, M. Bogdan List, a été arrêté à Gdansk, c'est ce qu'annonçait la télévision polonaise tout à l'heure, sans fournir d'autres précisions. Arrestation donc du numéro 2 de Solidarité en Pologne. Le maire de Forciolo, en Corse du Sud, inculpé et écroué avec les 5 membres du commando responsable du double assassinat de la prison d'Ajaccio, M. Polverelli serait totalement étranger à ces événements. C'est du moins ce qu'affirme l'ex-FLNC dans un communiqué. On avait reproché à M. Polverelli d'avoir prêté sa voiture pour l'opération. Les explications de notre envoyé spécial en Corse, Hervé Brusini. Il n'a aucune relation avec les événements de jeudi dernier. C'est de Roger Polverelli, cet homme, dont parle ainsi le communiqué de l'ex-FLNC. Hier, il a été inculpé de complicité d'assassinat dans l'action menée contre la maison d'arrêt d'Ajaccio. Et l'ex-FLNC ajoute, je cite, « L'un des groupes de protection a profité de la présence fortuite de son véhicule pour s'y cacher. D'ailleurs, les clés étaient à bord. » Fin de citation. Maître Solacaro, qui venait voter dans son village de Propriano, est le défenseur des 5 hommes du commando. Il nous a déclaré que ses clients n'ont jamais mis en cause Roger Polverelli. Mes clients n'ont fait aucune déclaration sauf celle très brève qui a consisté à dire que M. Polverelli était absolument étranger à cette affaire. Si ce n'est eux, peut-être les détenus qui ont été entendus par le SRPJ alors. Les détenus qui ont été entendus par les SRPJ, moi je ne suis pas le conseil de M. Andréan et encore moins de M. Alphonse, je ne sais pas ce qu'ils ont pu dire. Il est possible que ceci ait fait déclaration, mais ça, alors, ça ne me concerne pour l'instant pas du tout. Regardez, la prison est là-bas, juste à côté de ce palais de justice. Dans son communiqué, l'ex-FLNC affirme que le véhicule qui devait réellement servir aux membres du commando juste après l'attaque contre la prison jeudi dernier était garé ici, devant ce bar, le Rex. De fait, ce matin, les policiers l'ont retrouvé ici même, avec, comme l'indiquait le communiqué de l'ex-FLNC, les clés sous le siège avant. Mais pour les policiers, ce ne serait qu'un véhicule relais, vu son éloignement de la prison. Alors ce soir, c'est une nouvelle polémique entre les membres de l'ex-FLNC et les policiers. Une polémique qui porte sur le rôle précis joué par M. Roger Polverelli. Cet homme, dont il est établi qu'il n'a aucune relation avec Marcel Franchisi, a-t-il réellement soutenu l'action des membres de l'ex-FLNC contre la prison? Lui qui n'a jamais milité pour les thèses indépendantistes, a-t-il réellement prêté sa voiture et des armes? Est-il ce personnage mystérieux dont parlait le procureur Carrasco vendredi dernier? Car si tel n'était pas le cas, alors une grande confusion, plus grande encore qu'auparavant, régnerait sur toute l'affaire Orson. La campagne pour les européennes s'est poursuivie tout au long de ce week-end à une semaine du scrutin. C'est ainsi que du côté des petites listes, Arlette Laguillet, qui était à Pontoise, reproche au gouvernement actuel d'avoir été faible envers le patronat et dur envers les chômeurs et les travailleurs. Du côté des autres listes, à suivre les interventions des principaux leaders qui s'exprimaient ce dimanche sur les radios périphériques, en commençant par Simone Veil et Jean-Marie Le Pen. La France, s'agissant du Parlement européen, et donc il faut affirmer clairement le choix que l'on fait, et définitivement le dimanche, puisqu'il n'y aura pas d'autre possibilité de le venir. Ce qui me paraît important, c'est que cette liste d'opposition, qui est véritablement une liste de rassemblement de toute l'opposition nationale, puisse montrer
qu'elle devance très largement aujourd'hui la liste des socialistes et communistes. Moi, je parle des étrangers, c'est-à-dire des gens qui refusent délibérément d'entrer dans notre nationalité, ce qui est d'ailleurs peut-être parfaitement respectable en ce qui les concerne, mais nous donne à leur égard tout droit de leur demander de rentrer chez eux, et je vous promets même, Monsieur Passeron, que nous prendrons plus de gants pour les envoyer chez eux qu'ils n'en ont pris pour envoyer les pieds noirs d'Afrique du Nord chez nous. Lionel Jospin était quant à lui l'invité du Club de la presse d'Europe numéro 1. Son intervention vient tout juste de se terminer et je vous propose d'écouter le numéro 1 du Parti socialiste qui a prêché contre l'abstention, attaquant en même temps Jean-Marie Le Pen. Je veux développer cet argument qu'il faut qu'il y ait le moins d'abstention possible, et notamment, je m'adresse aux gens de gauche, le moins d'abstention à gauche, notamment parce que ça peut avoir pour résultat d'empêcher M. Le Pen d'atteindre la barre des 5%. Ne serait-ce que pour cela, ça serait déjà une bonne raison d'aller voter, et bien sûr d'aller voter socialiste. Donc, je pense qu'il est de l'intérêt de toutes les forces démocratiques et républicaines, qu'elles soient de droite ou de gauche, d'isoler, de marginaliser et de faire reculer et M. Le Pen et les idées qu'il représente et ceux qui se profilent plus dangereux encore derrière lui. En marge de cette campagne, une interview de Marie-France Garot dans Libération de demain. Madame Garot, qui a choisi de quitter les sentiers battus, propose de transformer la France en un État fédéral, pas moins. C'est pour elle la seule solution pour répondre à la crise qui touche la société française. Il faut changer le système, dit-elle, et rendre à l'État une fonction d'arbitre en donnant plus de pouvoir aux régions. Comme chaque année, depuis 38 ans, François Mitterrand effectuait ce qui est devenu une sorte de pèlerinage à la roche de Solutré. Comme toujours, les journalistes étaient nombreux dans la foule, de même que les fidèles du président. Solutré, qui est l'un des plus importants sites préhistoriques français. 4 jours après le 40e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, un autre anniversaire était célébré aujourd'hui, la commémoration d'une tragédie, cette fois celle du massacre d'Oradour-sur-Glane. Dans ce petit village de la Haute-Vienne, il y a tout juste 40 ans, la division SS Das Reich avait massacré dans des conditions atroces 642 civils, hommes, femmes et enfants. Patrice Pelé. Cette femme et ces 2 hommes sont 3 des 6 miraculés d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, en début d'après-midi, la division Das Reich, une division SS particulièrement redoutée pour ses méthodes, pénètre dans le village. Les Allemands font sortir les habitants des maisons. D'un côté, ils groupent femmes et enfants, de l'autre, les hommes. Le massacre commence. 642 personnes seront tuées. Nous étions environ une soixantaine. Ils nous ont mitraillés, ils nous ont donné le coup de grâce, ils ont mis le feu sur les cadavres, et c'est quand ça me brûlait, c'est quand j'ai vraiment été brûlé que je suis sorti. J'ai vu, ils sortaient les gens là, avec la crosse du café à côté, là, un peu plus bas, là. Alors c'est là où j'ai eu peur. Oui. C'est la petite cachette qui raquine devant la ville. Mon frère, ma soeur et moi. Vous avez passé combien d'heures ici? On a passé là depuis 2h30 jusqu'à 6h30 du soir, sans bouger, jusqu'à ce que la maison prenne feu. Quand vous voyez des Allemands qui se promènent ici à l'intérieur de cette ville, vous auriez envie de leur dire quoi? Rien de bon. Rien de bon. Je crois que je pardonnerai au peuple allemand pour des choses économiques et contre la guerre. Mais à Oradour, je ne voudrais pas les voir beaucoup. Ça me gêne énormément. Il en vient quelques-uns, mais pas beaucoup. Ils passent assez discrètement. Je crois que leur gros problème, c'est qu'ils ont peur d'être pris à partie par les gens qui visitent. Ce qui serait ridicule, finalement. Nous n'accusons pas les Allemands, mais les nazis. Aujourd'hui, Robert Ebras et ses amis ont décidé de renouer le dialogue avec les Allemands. Des journalistes du magazine Stern. Madame, merci, Madame, merci. En Allemagne, explique le journaliste, pour les antifascistes, Oradour, c'est le symbole du fascisme parfait. Quand on vient ici et qu'on regarde alentour, on n'a vraiment pas le courage de parler allemand. Des centaines de touristes visitent tous les jours Oradour-sur-Glane. Parmi eux, beaucoup de jeunes qui découvrent l'absurdité et les horreurs de la guerre. Ils n'étaient pas tous mauvais, il y avait des bons et comme des mauvais. Hein. Je pense qu'il n'y a pas seulement un seul pays qui est concerné, il y a toutes sortes de gens qui sont concernés dans ce problème.
En juin 83, l'ex-lieutenant SS Heinz Barth, qui commandait la division d'Eisreich à Oradour, a été condamné à la prison à vie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oradour, c'était il y a 40 ans. Mais aujourd'hui encore, le bruit des bottes des SS réveille la nuit les rescapés de ce massacre. L'Italien Francesco Moser est le plus rapide aujourd'hui à Vérone, où il a remporté le Tour d'Italie devant Laurent Fignon, qui ne sera donc pas parvenu à conserver le maillot rose jusqu'au bout. Le coureur français est deuxième à 1 minute 03 de l'Italien. Francesco Moser avait sorti le grand jeu aujourd'hui pour récupérer le maillot rose. Il avait ainsi enfourché le vélo phénoménal sur lequel il avait déjà remporté le record de l'heure à Mexico. Jean-Paul Olivier. Entre Fignon maillot rose et Moser deuxième, il y avait 1 minute 21 secondes de différence. Moser n'a pas fait le détail, utilisant donc cette belle machine. À l'origine, il ne devait pas du reste l'utiliser, mais la météo étant favorable, il décidait finalement de l'enfourcher. Dans quelle mesure et qu'a-t-il gagné au kilomètre en utilisant un tel vélo? Seule la science pouvait nous le dire. En tout cas, le résultat est là. Dès les premiers kilomètres, Moser prenait plus de 2 secondes au kilomètre à Fignon. Certes, ce Tour d'Italie a été entaché d'un certain nombre d'irrégularités, mais dans le contre-la-montre, la classe de Moser a parlé et il va remporter le Tour d'Italie à sa 10e participation. Mais voici Laurent Fignon. Jamais il n'est en mesure de faire jeu égal avec l'Italien. C'est avec 2 minutes 24 secondes d'avance que Moser devance le Français, qui termine tout de même deuxième de l'étape, conservant également sa 2e place au classement général, Argentine étant 3e. Fignon s'est bien battu, il aurait mérité de le remporter aussi, ce Tour d'Italie. Un nouveau record du monde de saut en hauteur, c'est encore le chinois Zhu Jianhua qui améliore son propre record de 1 cm. Il a franchi aujourd'hui 2,39 m au cours d'une réunion en Allemagne fédérale. La barre est à 2,39 m, c'est-à-dire 1 cm de mieux que le précédent record. Et Zhu Jianhua passe sans même avoir touché la barre. 2,39 m, c'est donc 1 cm de mieux que le précédent record, qui appartenait d'ailleurs à ce même athlète venu de Chine populaire. Cela s'est donc passé cet après-midi, c'était à Eberstadt en République fédérale d'Allemagne, à l'occasion d'une réunion internationale. Nous allons revoir maintenant le saut de Zhu Jianhua au ralenti. Et regardez bien avec quelle aisance il va passer au-dessus de la barre. Zhu Jianhua n'est pas un inconnu puisqu'il possède le record du monde de la hauteur depuis juin 83. Il avait alors franchi 2,37 m et cela s'était passé à Pékin. 3 mois plus tard à Shanghai, il franchissait 2,38 m et aujourd'hui, il ajoute encore 1 cm à ce record en le plaçant donc à 2,39 m. Ce qui, même en l'absence de nombreux concurrents, promet tout de même de beaux concours pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Nous revenons un instant à la plus noble conquête de l'homme avec les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Saint-Cloud dans le prix de Maudinet. Il y a 18 partants et Pierrette Bresse vous suggère de jouer le 8, le 5, le 7, le 15, le 16, le 11, le 2 et le 6. Nous vous présentons chaque soir ici même des reportages qui sont réalisés par des journalistes, des reportages tournés aussi bien en France que dans le monde entier. Et parfois nous vous annonçons qu'un journaliste est mort ou blessé, alors qu'il couvrait, comme nous le disons, un théâtre d'opération, c'est-à-dire une guerre. C'est le tribut payé à ce métier sur tous les fronts, le Liban, l'Amérique centrale, le Sud-Est asiatique ou l'Afrique. Un film qui sort mercredi évoque ce problème de façon très troublante, pour vous et pour nous. Son titre, Under Fire, ce que l'on pourrait traduire par Sous le feu, un film intéressant aussi parce qu'il pose le problème de l'utilisation de l'image dans la bataille de propagande. France Roche. La mort, il y a une semaine, d'une correspondante tuée par une bombe explosant lors d'une conférence de presse a porté à 13 le nombre de journalistes tués depuis 5 ans au Nicaragua, en Salvador ou en Colombie. C'est la vie de ces correspondants de guerre que compte Under Fire, une vie sordide et exaltante où les meilleurs risquent leur vie pour une dépêche ou une photo, comme Bill Stewart, tué en 1979 sous les yeux d'un de ses confrères caméramans. Voici le film de sa mort tel que notre chaîne l'avait montré et revu hier à Paris par les auteurs de Under Fire. Et puis un petit peu plus tard, l'homme va lui demander de se mettre à plat ventre et il va le tirer froidement comme un lapin. The camera. Il a été montré pendant plusieurs jours des douzaines de fois en 79.
Et ce film a eu un tel impact sur le public américain que Somoza a été obligé de démissionner au bout de 3 semaines. Somoza, que voici, interviewé par le correspondant d'Antenne 2 à l'époque, qui lui demande ce qui lui paraît le plus important au monde et qui répond... À moi, la vie humaine. Somoza que voici dans le film, annonçant la mort du journaliste, joué par Gene Hackman et tué par ses propres soldats. Have made the streets of Managua unsafe for our peace-loving citizens. Our deepest sympathies are extended to the friends and family of Mr. Fraser. Spottiswoode le montre tel que l'avait vu son conseiller technique Mac Nathans, photographe de guerre, escorté par un attaché de presse américain chargé de soigner l'image de marque du dictateur, et voici comment il a reproduit au cinéma la mort de Bill Stewart. Ces journalistes sont constamment confrontés à des problèmes. Ils se demandent, dois-je photographier ceci ou aider l'homme blessé? Que dois-je faire d'abord? Et si je l'aide, il sera peut-être tué demain, ou il tuera quelqu'un. Nathans a introduit dans le scénario nombre d'histoires vraies, comme celle de ce champion de baseball tout à fait apolitique, engagé par les guérilleros pour loger à coup sûr une grenade dans un clocher occupé par les somozistes. Et le photographe américain est là, bien sûr, pour le cliché. Ou bien, une autre histoire, le journaliste anglais qui se conduit bêtement en arrivant à un barrage. Il panique, tourne autour de 2 ou 3 pâtés de maison, et il aboutit à un tank. Il sort du bus, laisse tomber sa caméra, lève les bras pour demander grâce, et finalement le tank qui a mis en joue les journalistes décide de tirer sur la caméra. Photo vraie ou fausse, comme celle-ci qui aurait pu être prise réellement d'un chef guérillero mort qu'on aurait voulu faire croire vivant pour hâter la chute du dictateur. Under Fire est un film sur l'engagement du journaliste pris entre son devoir et sa morale, et sur le pouvoir de l'image. Image qui, comme la magie, peut être employée pour dire la vérité ou le mensonge, servir le bien ou le mal. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. Et une pochette rouge de chaleur car nous sommes dans une situation d'été comme vous le montre cette dame. Et regardez la photo satellite, elle est magnifique. Nous avons ici l'anticyclone des Açores. Oui, c'est normal qu'il y ait ces nuages-là, c'est du stratocumulus, c'est du nuage bas. C'est normal dans le centre d'un anticyclone maritime. Mais sur la France, vous voyez très peu de nuages, si ce n'est tout de même ici des orages, ici aussi, qui s'évacuent lentement vers le sud-est. Pour demain tout de même, que de soleil sur la carte, regardez là, sur la moitié nord, après quelques brouillards matinaux, grand beau temps, grand soleil, sur la moitié sud, des passages nuageux, plus abondants bien sûr puisqu'il n'y en aura pas au nord, qui glisseront vers le sud-est en donnant des orages isolés, surtout sur le massif central, puis en fin de journée, les Alpes et éventuellement la Corse. Le baromètre est encore en hausse et le thermomètre aussi, avec des températures somptueuses, aucune température maximale en dessous de 20 degrés, ce qui nous donne de 21 à 26 degrés sur la moitié nord, 26 à Paris intramuros, 25 extramuros, et de 23 à 27 degrés sur la moitié sud, 27 à Bastia, 27 à Nîmes, à Perpignan et à Marseille. Ne vous plaignez pas qu'il fasse chaud, on a eu trop froid. Demain, lundi 11 juin, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h46, couché 29h54, et pour ce lundi de Pentecôte, on fêtera Saint-Barnabé. Les conseils de Bison futé pour les retours, vous serez 1 300 000 à revenir dans la région parisienne, alors ne revenez pas entre 15h et 24h, oh, si vous pouvez revenir, mais vous serez bouché. Hervé Claude vous présentera le dernier journal à 23h15. Il aura pour invité Valérie Mérès qui commentera l'actualité sportive en revenant notamment sur la finale de Roland-Garros. Demain à 12h45, antenne de midi, et vous retrouverez Christine Ockrent à 20h. Bonsoir, je vous retrouverai vendredi.